Bonjour les amis. Hey fellows. Good evening, good morning, good afternoon, depending from where you find yourself and where this video finds you. Hello folks. How you doing? Hey Sovereign Destiny, how you doing? Tonight I'm gonna try something different. Cuckoo. Hope you're doing fine and keep yourself safe. Well, tonight I'm gonna try something different. When I'm tired like this, I don't have too much strength for so much English, but I'm gonna try. I'm gonna make this video in English for my fellows out there, my English pals, my friends in the USA, my friends here in Canada, my friends in London, and we're gonna try to think about what is going on in the US right now. We're going to talk about racism, how it affects us, how this situation can affect our lives, and what we can do to be a part of the change. If you would, that is the subject I would like to discuss tonight. So I'll try and make it in English. Sometimes, if I miss my words, I will do it in French. Bonsoir, Maman Elisabeth. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, dit-on. Je vais essayer de faire une vidéo différente aujourd'hui, discuter avec des amis à propos de ce qui se passe aux États-Unis. Je vais la faire brève. Et puis, puisqu'on vit à l'étranger, pour essayer de voir un peu comment ça nous affecte. Bon, on va la faire en français carrément parce que Hervé Chibanda, bonsoir. Moi, j'ai pas la force de parler trop d'anglais là ce soir. Anyways. Now, for those of us who are living abroad, we might have come encounter with racism in one form or the other in our private life, in our official life, professional life, or in the public place. So now, personally, the way I believe one should relate to such situation is, number one, to speak up. Don't keep silence when you see a situation looks like profiling or blunt racism. Don't keep silence. Speak up, number one. Number two, know your rights. To defend your rights, you need to know them. And then, number three, my own take is that we need to get into the system to be a part of a change. We need more brothers as cops, like in the police force, in any enforcement agency whatsoever that finds itself out there. We need more brothers in the justice system. We need prosecutors. We need judges. We need lawyers. And we need more brothers and sisters in the decision-making institution where they can take decisions that impact our lives and where we can make a change. Meaning we need to have more brothers and sisters in political position, in public position, mayors, councillors, House of Representatives, Congress, name them, presidency, why not, governors. We need to have people in position of power to make a difference. We don't have to be looking at those issues from far away as if they don't concern us or as if they don't affect us. When the polls come up, you need to go out there and vote. Any polls that affect you, be it in your school, be it in your neighborhood, be it in your circumscription, like in your municipality, as we can say it in Canada here, be it in your province or in the state where you find yourself, get involved and let your vote count. When the polls come out, go out there and vote. You need to cast your vote to make sure, to give a chance to those that you want to see in the position of power, so that when they will be in that position, if they cannot speak, at least let them be a ear to listen what has been discussed that will affect our lives afterwards.
We cannot be living these lives as spectators and looking at it. People taking laws that affect us negatively, people taking measures that affect us negatively. We need to get involved and we need to be a real part of it. Now, switch back to French. Je disais ceci. Moi, je pense que cette affaire de racisme, nous ne devons pas vivre une situation comme celle-là en la regardant de loin. Nous devons nous impliquer pour que nous puissions être dans des positions qui nous permettent de prendre des décisions qui vont impacter nos vies. Nous devons participer au choix des représentants, quelles que soient les positions des représentants. Ça peut être des représentants professionnels, ça peut être des représentants municipaux, ça peut être des représentants au niveau des provinces et même au niveau de l'État. Lorsqu'il arrive le temps de choisir des représentants, nous devons nous impliquer pour ne pas subir ces situations, mais plutôt être à mesure de pouvoir amener un changement. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, par exemple, il y a une législation différente quand il est question de réprimer la consommation ou le trafic du crack et la consommation et le trafic de cocaïne. On sait que le crack et le cocaïne, ce sont tous deux des drogues. Ce sont des drogues que les gens prennent, ainsi de suite. Mais le crack, c'est une drogue de moindre qualité qui est beaucoup plus retrouvée dans les ghettos ou des personnes moins favorisées, les personnes défavorisées de la société, majoritairement la communauté noire et la communauté latino-américaine. Lorsqu'elles consomment de la drogue, c'est beaucoup plus du crack. Maintenant, la communauté blanche, lorsqu'elle consomme de la drogue, c'est beaucoup plus la cocaïne. Maintenant, le cocaïne, quand vous regardez le marché de trafic de cocaïne, c'est soit dans les milieux des personnalités, ça veut dire des stars, des célébrités, des politiciens, des personnes riches. C'est vraiment dans un milieu très, très favorisé qui a la consommation de cocaïne. Pour la même quantité de consommation de cocaïne ou de crack, la personne qui consomme le crack va avoir plusieurs années d'emprisonnement qu'une personne qui consomme de cocaïne. Mais c'est fait à dessein. Parce que lorsqu'ils ont voté ces lois-là, ils savaient qui allait consommer la cocaïne et qui allait consommer le crack. C'est fait à dessein pour viser la communauté noire. Maintenant, il faut que nous autres, les Noirs, qui se retrouvent aux États-Unis ou dans des pays comme le Canada, que nous puissions nous impliquer dans les instances de prise de décision, que nous puissions nous assurer que nous avons des représentants là où les lois et les règlements se prennent pour que nous puissions faire un changement. Lorsque nous regardons au niveau des États-Unis, lorsqu'on prend chacune des villes, on peut prendre les grandes villes comme Chicago, Los Angeles, New York, on prend Californie. Lorsque vous regardez ces villes-là et vous regardez les forces de police, il y a un faible pourcentage de Noirs représentés dans les forces de police. Alors que la population noire est beaucoup plus représentée dans ces villes-là. Ce qui veut dire que chaque fois où, dans la majorité des cas, lorsque la police doit descendre sur le terrain, Maître Cyril a dit une justice à deux vitesses. C'est vrai. Lorsque la police doit descendre sur le terrain, c'est plus des agents de police blancs que l'on envoie contre des contrevenants ou des hors-la-loi noirs. Déjà, la situation est conflictuelle. Déjà, la situation est tendue. Et même lorsque ce sont aussi des policiers noirs, ils peuvent venir faire leur travail, mais lorsqu'ils amènent les contrevenants au niveau de la justice, comme le dit Maître Cyril Samuel, c'est une justice à deux vitesses. Nous devons avoir beaucoup plus de noirs juges. Comme ça, lorsqu'un juge a un noir en face de lui, il ne va pas avoir un noir, il va avoir un justiciable. D'abord, ce n'est même pas une discussion qu'on devrait avoir. Le juge devrait voir devant lui un justiciable, point. When the judge comes in the courtroom, he should see people who are coming to seek justice. He shouldn't see a white or a black person. Mais nous voyons la différence. Mais moi, je salue le peuple américain. Je salue leur force, je salue leur courage d'être sortis à ces temps de danger sanitaire. Ils ont bravé les mesures de confinement. Ils ont bravé les mesures de confinement, mais au début, lorsqu'on regarde ces marches-là qui se sont produites dans différentes villes, au début, il y a eu le respect des mesures de distanciation jusqu'à un moment où les esprits se sont échauffés, puis bon, les gens n'ont plus respecté ça. Donc, en sortant dans la rue, les gens savaient qu'ils risquaient leur vie avec la situation de Covid. Mais ils se sont dit, je ne peux pas rester calme. Je ne peux pas rester calme.
Et moi, j'ai été heureuse de voir dans les marches qui se sont produites beaucoup de personnes de toutes les couleurs. Je n'ai pas vu que des noirs marcher. J'ai vu des blancs marcher aux côtés des noirs. J'ai vu des blancs s'agenouiller aux côtés des noirs. J'ai vu des latino-américains marcher aux côtés des noirs. J'ai vu des asiatiques, qu'on appelle des chino-niggers, marcher aux côtés des noirs. Donc, c'est une situation qui touche tout le monde. Une fois qu'il y a une injustice, tout le monde se sent interpellé. Et lorsque nous nous sentons interpellés, ne restons pas du côté des spectateurs. Faisons en sorte que nous puissions participer aussi aux solutions. Bart Boana, bonsoir. Bonsoir, Tofla Marcel. Sami Benga, bonsoir. So this is my stake on this issue. What I believe is that we need to get involved. We need to present ourselves in the polls, to be candidates and to vote. Je me souviens lors des élections de Obama, je pense, il était à un rallye et puis il y avait un incident. Puis les gens ont commencé à huer. Je pense que c'était un représentant du Parti républicain. Et puis Obama a dit aux participants, il dit non, don't boo, vote. Because when you cast your vote, you make a change that lasts for a long term. When you just shout, you scream, you go out, you have a rally, this has an influence, but for a short term. We need to learn to take actions that last for long term. Get involved and vote. Il y a quelques semaines, je suivais les informations au niveau de Radio-Canada. Et puis, lorsqu'ils ont remarqué qu'il y avait comment on appelle ça? Un grand nid de contamination au niveau de la ville, de la région métropolitaine de Montréal, notamment à Laval, Montréal-Nord et puis Montréal-Est. Alors, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau de Laval et de Montréal-Nord, il y a un grand épicentre comme ça de contamination? Le journaliste, je pense que c'était Emmanuel. Emmanuel, c'est une analyste politique là au niveau de LCN ou RDA, je ne sais plus. Puis il a dit que bon, voilà, au niveau de Montréal, non, c'est vrai que c'est une circonscription ou c'est un quartier qui vit dans un niveau de précarité. Bon, la plupart des gens qui vivent là-bas sont pour la plupart dans les domaines de la santé comme préposés aux bénéficiaires, infirmiers ou aides infirmiers. Et puis, donc, ils sont dans les hôpitaux parce qu'ils doivent sortir de la précarité, on s'entend. Et puis, ceux qui vivent dans une situation de précarité, ils n'ont pas la possibilité, je ne sais plus ce qu'elle avait expliqué, c'est comme s'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à d'autres formes d'emploi, si bien qu'ils recouraient aux emplois dans les hôpitaux et ils étaient plus exposés à attraper le COVID. Maintenant, le journaliste... je pense que c'était Patrick Roy, il a posé la question de savoir est-ce qu'on peut faire le parallélisme avec ce qui se passe aux États-Unis, que la COVID est en train d'affecter les Noirs parce qu'il y a un lien entre les gens de couleur et la précarité ou comment? Et la journaliste a dit ça peut être possible, on peut faire ces liens-là entre les Noirs et la précarité, mais on ne peut pas faire une telle analyse. Vous savez, nous sommes ici au Canada. Et au Canada, on ne fait pas des analyses en se basant juste sur la race. Ce n'est pas dans notre culture. Au Canada, on ne peut pas faire ces analyses comme ça. Et puis, le journal a continué et puis voilà. C'était ça le reportage. J'ai regardé, j'étais choquée. J'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas parler de la précarité qui touche à la race s'il y a une injustice à la base? Pourquoi? Lorsque les gens sont dans des situations de précarité, il faut offrir des services qui permettent à ce que les communautés puissent s'en sortir. Est-ce qu'il y a suffisamment de services qui sont offerts? Est-ce que les communautés ou les bénéficiaires sont informés des services qui sont offerts? Combien de services voient leur budget à la fin de l'année non utilisé parce que les bénéficiaires n'ont pas pu avoir accès et puis les budgets sont déviés à d'autres services? Il faut un travail de vulgarisation, il faut un travail de sensibilisation, il faut un travail d'analyse sur le terrain pour voir pourquoi ces communautés-là sont dans la précarité. On parle quand même du Canada. On ne peut pas être dans un pays comme le Canada et être dans une situation d'une pauvreté grande ou criante et puis ça n'interpelle pas les gens. Non, ça devrait interpeller les autorités. S'il y a un lien à faire avec la race, il faut faire ce lien-là pour voir comment briser le lien. C'est vrai qu'au Canada, le racisme n'est pas si brutal parce que ce n'est pas au quotidien, mais
Le racisme existe, il est deux fois systémique, ça veut dire il est installé dans les structures de sorte que il arrive que les Noirs, immigrants ou pas, soient butés à un plafond de verre. Moi, je me souviens une fois, j'ai suivi un programme à la télé, il y avait une famille chinoise. C'était un documentaire sur la culture chinoise, comment est-ce que les familles chinoises vivaient ici au Canada. Et puis, on suivait deux familles. Il y avait une famille d'un jeune garçon et puis une famille d'une jeune fille. Puis tous deux, l'un était déjà au collège et puis l'autre était encore à l'école secondaire finaliste par là. Et puis la fille, une fois, on lui pose la question, on lui dit, mais tu es trop attaché à ta culture parce que les journalistes, le jour qu'ils sont venus chez eux dans la famille, lorsqu'ils sont entrés, la fille lui a présenté un plateau d'oranges. Et puis le journaliste dit merci, il dit pourquoi? Il dit non, c'est dans notre culture, on reçoit les invités avec des fruits parce que les fruits c'est la fraîcheur, c'est ainsi de suite. Puis le journaliste a dit tu es attaché à ta culture, c'est bien. Qu'en pensent tes amis, qu'en pensent les gens autour de toi? Et la fille qui rigole, elle dit je suis née ici au Canada. Mon père est né ici au Canada. Mon grand-père est né ici au Canada. Elle dit, mais souvent quand je rencontre les gens, on me demande toujours, tu viens d'où? Elle dit, je ne sais pas, ça va prendre combien de générations pour que finalement je sois considérée comme une Canadienne. Mais ça, c'était fort. Le journaliste a dit, ah, c'est fort ce que tu dis. Elle dit, oui, mon grand-père est né ici. Elle dit parce que le père de son grand-père, donc son arrière-grand-père, était venu avec cette vague-là des Chinois qui sont venus à l'époque, je pense dans les 1800 quelque chose, où il y avait la construction du chemin de fer et ainsi de suite. Il est venu en 1898 ou 1890 par là, son arrière-grand-père. Son grand-père est né au Canada, son père est né au Canada et elle-même est née au Canada. Donc, il y a une sorte de racisme systémique. Il faut en parler. Quand vous avez des situations, vous vous sentez dans une situation d'injustice, parce que le racisme, c'est quoi? C'est une injustice basée sur la couleur de la peau. C'est ça. Une injustice basée sur la couleur de la peau. Ce qui est arrivé à ce monsieur Floyd aux États-Unis, il a été interpellé pour une infraction de fraude d'une valeur de $20. $20. This is what cost him his life. $20. Forgery. Mais nous avions tous assisté à l'arrestation du jeune homme qui est entré dans l'église et qui a tiré sur la chorale, qui a tiré sur le prédicateur, qui a fait, je pense, 9 ou 7 morts en une nuit. La police l'a arrêté, n'a pas été tué. Et la situation de Floyd est vraiment dérangeante parce que c'est une situation qui est venue après plusieurs autres. Floyd est mort en disant « I can't breathe ». Et c'est ça que Eric Garner avait dit. On se souvient d'Eric Garner, ce monsieur qui vendait des cigarettes, et puis on l'empêchait d'aller vendre, d'aller ouvrir sa boutique, soit disant que sa boutique n'avait pas les autorisations nécessaires. Et lorsque la police a voulu l'appréhender, il a été arrêté par 8 policiers. Il a été mis à terre. C'est la même chose. Un policier essayait de le maintenir avec son coude sur le cou. Et Eric Garner disait « I can't breathe. I can't breathe. » Ils ont appelé les renforts, ils ont appelé l'ambulance. Et quand l'ambulance est venue, c'était pour déclarer Eric Garner mort. Aujourd'hui, Floyd est mort again. I can't breathe. Where are we going to? Where are we heading to with this all nonsense? This is a complete nonsense. They can't be killing people in a broad daylight. Everyone sees, everyone knows, and nothing is happening. I'm so happy to learn that one of the cops have been charged, and I'm very curious to see where this trial will lead to. We need a conviction. The cop must be convicted. And this nonsense doesn't happen in Canada because in Canada, the cops know if he finds himself in such a how should I say it? If he finds himself in an unlawful situation like this, he will be convicted. He will be charged, trialed, and convicted if found guilty. I'm so happy one of the cops have been charged. There remain 3 of them. So we are waiting to see what are they going to do with the 3 remaining cops. They should be charged as well, and they should be trial and be convicted. There's an autopsy, there are videos, there are witnesses. So we have so many evidences that point that Floyd didn't die a natural death. His death was caused by a human force, and the responsible should answer of his action.
But my main stake for tonight's video was to tell, because I receive all sorts of video, march, rallies, demonstrations. I posted a video tonight on my page because I like that kind of video. I believe most of you have seen the video of that FBI agent that was profiled by white policemen, and he asked them, "Why are you harassing me?" And the policeman said, "Because I think you're dangerous." And the guy told him, "You can't just arrest somebody because you think. You need to have a little proof that make you believe. You're not even believing. You are thinking. So it's in your mind." He said, "That is profiling. Why are you profiling me?" And the white woman was very arrogant. "You need to come with me. You need to come with me." So they handcuffed him, took his ID papers just for them to find out it was a FBI agent. Now the situation turned all the way around. He told him to handcuff him, and he told him he's going to follow suit and file a complaint against all two of them and their supervisor. When he called the supervisor very arrogant, I don't know what they tell them when they train the police in the USA. I really don't know, because the arrogance is very outrageous. The arrogance. That police guy killed Floyd with hands in his pockets. Casually, as in, casually with hands in his pocket, when someone is telling you to unleash his neck because he can't breathe. And he died. Folks, we need to get involved. We need to teach our children to get involved. We shouldn't be living in this society as spectators. It's time to get involved. Get involved in your neighborhood. Get involved in your place of work. If you work somewhere and there's a workers' representative organization, get involved. In your neighborhood, get involved. In your province, in the state, we need to get involved. Parce que le racisme, c'est réel. Et moi, je pense que nous devons nous impliquer pour que nous puissions amener ce changement que nous voulons voir. Malheureusement, les mécanismes qui sont en place actuellement ne permettent pas à cette justice d'être faite. Nous allons la demander, mais nous devons agir aussi pour l'obtenir. Maître Kabasele, vous qui êtes aux États-Unis, I don't know how you are living this situation, but it's so painful. Mais Maître Ben, lorsque vous dites que le problème de la situation de la communauté noire, c'est la destruction de la famille, mais c'est fait à dessein. Regardez les prisons, surtout les prisons américaines. Elles sont remplies de jeunes gens noirs. D'abord, quand on vous arrête, on s'empresse de vous donner un avocat. La plupart des avocats commis d'office vont vous demander de faire le plea bargain. Le plea bargain, ça veut dire la négociation avant procès ou la négociation avant la fixation. Elle est très répandue dans le système criminel américain. Beaucoup de gens vont prendre le plea bargain pour sortir de là. Ils ne veulent pas rester en tôle, ils veulent rentrer chez eux. Mais ce qu'ils oublient, quand vous prenez le plea bargain, vous n'allez pas en procès, mais vous avez un casier judiciaire. Et quand vous avez un casier judiciaire, venu le temps où vous voulez vous impliquer en politique, vous n'êtes pas éligible parce que vous avez un casier judiciaire. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez un casier judiciaire. Il y en a qui effectivement se retrouvent en prison parce qu'ils ont eu à poser certains actes qui sont illégaux ou ils ont posé certaines actions qui sont des infractions. Mais certaines infractions sont faites exprès parce qu'on sait que ça va viser la communauté noire. C'est ça le drame de la justice américaine. Certaines infractions sont faites à dessein. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, par exemple, il y a de ces crimes-là, il y a de ces situations où quelqu'un peut faire plusieurs années de prison pour des voies de faits, coups et blessures volontaires, plutôt qu'une personne qui va tuer ou qui va blesser avec une arme à feu. Parce qu'on sait que la plupart des personnes qui ont des armes à feu, ce sont des personnes blanches.
Elles pensent qu'elles sont en insécurité dans un pays où il y a trop de banditisme et puis elles ont des armes. Mais on sait aussi que la plupart des gens qui se battent, qui en viennent beaucoup plus aux mains, ce sont des Noirs. Il est plus facile de voir deux jeunes gens noirs se battre dans la rue que de voir deux jeunes gens blancs se battre dans la rue. Donc, lorsque un législateur provincial ou un législateur étatique, il prend une loi pour élever la peine qu'on inflige à une infraction de coups et blessures volontaires, c'est ciblé. Ce n'est pas fait au hasard. C'est de ça que je parle. Donc nous avons besoin de beaucoup de frères et sœurs noirs dans ces endroits-là, dans les conseils provinciaux, dans les conseils municipaux, les assemblées provinciales, ils doivent être là. Au Congrès, ils doivent se retrouver pour prendre des lois qui permettent à ce que la justice sociale soit égale pour tous. La loi, après l'abolition de l'esclavage, la loi a été malheureusement utilisée pour continuer la discrimination. Il y a une discrimination qu'on appelle une discrimination réglementaire. Réglementaire. Lorsque vous voyez même les conditions pour accéder aux universités, ces conditions-là sont faites en sorte que ça favorise certains collèges. Ça veut dire des collèges situés dans certains milieux, des milieux qui sont plus habités ou occupés par des personnes de race blanche. Alors que d'autres collèges, c'est plus difficile pour ces élèves-là d'accéder à l'université. C'est ciblé. Il ne devait pas en être ainsi. Il ne devrait pas en être ainsi. Bonsoir, pasteur Mathieu. Madame Présidente, Gisèle Poto, bonsoir. Bonsoir, Chikoloa, bisous. Lisette Ngandou, my sweetheart, I salute you. Mireille Mubinga, oh, my USA people, I really don't know how you guys are living this situation. So painful. Combien de gens ont été tués par la police? Si on doit compter depuis Trayvon Martin, Eric Garner, Michael Brown, all these people, till Samuel Floyd, it's too many people, just too many. This is one death too many. The cops need to be charged. This is my point, en tout cas. Moi, je suis fatiguée pour parler trop d'anglais comme ça. Mais je voulais partager avec mes amis. J'ai reçu trop de vidéos. Ça, c'est mon point de vue, je pense. Ça peut ne pas être le point de vue partagé par tous, mais je pense que la justice, malheureusement, deux fois, elle ne donne pas l'heure juste à la société. Il ne faudrait pas qu'une personne soit jugée, soit arrêtée à cause ou selon la couleur de sa peau. C'est pourquoi lorsque vous voyez les images de la justice, il y a une dame avec une balance, mais ses yeux sont bandés, elle ne voit pas. La justice n'a pas besoin de voir qui tu es pour te donner la sentence que tu mérites ou bien pour te dire que tu es acquitté. La justice voit les faits, elle voit la loi et puis elle applique la loi aux faits. Si la loi dit ne volez pas, ne volez pas. Tu ne vas pas venir dire parce que tu as volé, tu es noir, on va t'arrêter. Parce que tu as volé, tu es de couleur blanche et puis on va te laisser partir. Non, la justice ne devrait pas être de cette façon-là. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Malheureusement. Quand vous voyez le racisme, il faut en parler. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre le racisme. Et à ce niveau-là, moi, je donne quand même un coup de chapeau au Canada parce que nous ne vivons pas ça. Mais malheureusement, il y a toujours des débordements ici au Canada. Il y a des débordements. Moi, je vais vous raconter une anecdote là. Là, je déborde un peu là, mais je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a un jour, moi, je m'en allais à l'audience. Et puis, de mon cabinet au palais de la justice, enfin, j'allais à la commission de l'immigration, là, Guy Fravo. De mon cabinet à la commission d'immigration, c'est une distance qui me prend 5 minutes maximum en voiture. C'est vraiment pas loin. 4 à 5 minutes maximum. Mais j'avais un entretien avec un client à l'extérieur, donc un appel international. Et puis j'ai pris mon temps, j'avais une audience à 13h15. Je me suis dit, bon, je vais quitter le cabinet à 12h50, je vais arriver à 13h. Et puis le temps de marcher, là je vais parquer ma voiture, le temps de marcher 5 minutes, j'arrive. J'ai 10 minutes pour souffler et puis le temps que l'audience commence. Et puis,
Je quitte le cabinet à 13h45, quelque chose. J'arrive, oh mon Dieu, vous savez la vie de Montréal, non? Avant les confinements, c'est que nous étions en train de vivre. Tu peux passer une rue, tu repasses, la rue est fermée. C'est ça la réalité de Montréal. Fait que j'étais passé par cette rue-là avant, la rue était ouverte. Fait que je reviens pour aller à l'audience, il y a une voie de la rue qui était fermée. Et mon Dieu, j'ai commencé à paniquer. Il y avait plusieurs voitures en avant de moi. Je me suis dit, mais je risque d'arriver en retard. Et tous les avocats savent qu'un avocat ne veut arriver en retard et que tu es le juge qui t'attend. Nous, on attend le juge. Le juge ne peut pas t'attendre. Alors, j'étais vraiment stressée. Je commençais à aller. Puis, il y avait une voiture à ma droite qui voulait comme me couper et me dépasser de la droite. Non. Et puis, je voyais la voiture essayer. Le monsieur s'avancer. Moi, je suis en retard. Je ne te laisse pas passer, mon cher. Suis ta file et puis tu attends. Puis moi, je continue. Mais je vois la voiture, elle voulait vraiment me couper. Mais je lui laissais pas de chance. Moi, je continue. Et puis, au bout de la rue, je devais courber maintenant pour me rendre à Guy-Favo. Quand je courbe, puis je vois maintenant le monsieur qui courbe et qui me suit. Moi, je continue. Et puis, subitement, j'attends une sirène. Pim, pim, pim. Je me retourne, je regarde. Quand je me retourne, je vois la voiture qui vient devant moi et le monsieur me bloque. Ça veut dire il me bloque carrément. Je ne peux plus continuer. Je dis comment? Puis je parque la voiture, je stoppe. Le monsieur vient, il s'approche. Il ouvre la portière. Madame, descendez de la voiture. C'est quoi ça? Je dis d'abord, vous êtes qui? Laissez ma portière tranquille. Je dis, refermez cette portière. Montrez-moi votre badge. Je dois savoir qui vous êtes avant de vous répondre. Il dit, non, descendez de votre voiture. Je dois vous arrêter. Ça veut dire quoi ça? Je dis, aïe. Depuis quand vous laissez me couper, ne pas vous laisser me couper, pardon, est une infraction. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi la faute que vous me reprochez? Ah non, descendez. J'ai dit, monsieur, un, je ne vais pas descendre. Deux, fermez ma portière et identifiez-vous. Moi, je n'ai pas à répondre aux questions quand vous ne vous êtes pas identifié. Il ne veut pas fermer la portière et puis là, il sent son badge. Il dit, voilà, Sûreté du Québec. J'ai dit, et alors? Il dit, non, je dois d'abord vous identifier pour vous verbaliser. J'ai dit, pour quelle infraction? Ou pour quelle faute? Oh non, 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 vous n'avez pas bien conduit. J'ai dit, comment je n'ai pas bien conduit? Quelle est la règle du code de la route que j'ai violée? J'ai dit, monsieur, moi, je m'en vais quelque part. Vous êtes en train de perdre mon temps. Là, vous êtes en train de faire un trafic d'influence. Vous êtes en train de me harceler parce que je ne vous ai pas laissé me couper. Je ne vous ai pas laissé me couper. Ce n'est pas une infraction dans aucun code de la route. Pas au Québec et nulle part ailleurs. Et là, vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Je vais vous demander de fermer la portière et de me laisser partir où je vais. Le monsieur, non, il insiste. J'ai dit, vous savez quoi? Moi, je vais appeler la police sur vous. Il dit, ah, d'ailleurs, je vais appeler les renforts. Vous ne voulez pas coopérer. J'ai dit, vous voulez appeler les renforts? Mais moi, je vais appeler la police. Et puis, je prends mon téléphone, je fais le 911. 911, à l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un monsieur qui est en train de me harceler ici. Il est entré carrément, il a ouvert la portière de ma voiture, il est devant moi. Et puis, j'ai peur, je crains pour ma vie. Et puis, on me demande ma location, je donne la location ici. Puis, le monsieur était là. Quand j'ai appelé le 911, il me regarde, il était surpris. Parce qu'il ne pensait pas que j'allais appeler la police. Je ne sais pas qui il pensait que j'étais. Je sais vraiment, c'était vraiment du profilage. Et puis il me dit, ben madame, pourquoi vous ne voulez pas coopérer? Je vous ai juste demandé de me donner vos pièces d'identité pour vous verbaliser. J'ai dit non, je ne veux pas coopérer avec vous parce que ce que vous faites n'est pas correct. Si vous tombiez sur quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, vous l'aurez vraiment traumatisé. Là, vous êtes en train de me traumatiser. Moi, je connais mes droits, je ne vous donne pas mes papiers. Parce que vous n'avez aucun droit de vous retrouver à côté de ma portière. Je n'ai rien fait. Ça, là, c'est du profilage, c'est du harcèlement et c'est du racisme. Il dit, non, madame, mais pourquoi vous parlez comme ça? Puis je prends ma carte et puis je lui donne. Je dis, je parle comme ça parce que je suis maître Mbombo, avocate au barreau du Québec. Vous n'avez aucun droit de vous comporter comme ça. Puis il y avait des gens maintenant qui commençaient à nous regarder. Il y avait des gens à côté. Et puis il a dit, vous aviez qu'à coopérer. J'ai dit, non, moi je ne peux pas coopérer avec vous. J'ai dit, moi je me suis déjà fait arrêter par la police, peut-être parce qu'ils voulaient vérifier. Une fois, la police m'a arrêté pour me dire, mes pneus n'étaient pas bons, que je devais changer de pneus. La police m'a déjà stoppé parce que mes lumières arrière ne fonctionnaient pas. Mais on vous demande de parquer. Et puis, le policier, il vient, il vous montre son badge, vous baissez la vitre, et puis il vous dit, voilà, vous avez fait votre permis et vos papiers d'assurance, ainsi que les papiers du véhicule. Mais ce que vous avez fait là, ça, ce n'est pas les pratiques de la police. Et moi, je ne peux pas collaborer avec vous. Puis pendant que je discutais avec le monsieur, je vois une patrouille de la police qui est arrivée. Dès que la patrouille est arrivée, il est vite allé parler avec eux. Puis moi, je me suis retournée, j'ai posé la question au policier. J'ai dit, est-ce que vous êtes venu suite à un appel au 911? Et puis ils me disent, oui. J'ai dit, monsieur, mais où est la patrouille? Où sont les renforts que vous avez appelés? J'ai dit, c'est moi qui ai fait l'appel au 911.
Puis les policiers sont venus me poser la question. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai raconté. Voilà. Identifier ce monsieur et demander-lui pourquoi il a arrêté une paisible citoyenne en train de rouler. Parce que moi, je m'en vais quelque part. Là, maintenant, je serai en retard à mon audience pour aucune raison whatsoever. Et puis il a dit au policier, non, venez, je vais vous parler. Ils vous ont voulu se retirer. J'ai dit, non, vous n'allez pas me faire ça. Moi, je connais mes droits, moi, je suis avocate, vous allez pas aller dans un coin pour l'entendre. Vous allez le verbaliser ici parce que moi, je vais être sûr, ce qu'il dit rencontre la situation telle qu'elle s'est produite. J'ai dit, vous l'avez trouvé ici sur ma portière, il a ouvert ma portière, il s'est mis ici, il n'avait aucun droit, aucune raison légale de se retrouver ici. Carrément, il m'a arrêté, il a stoppé ma liberté d'aller et venir pour aucune raison. Si ce n'est pour du profilage. Et puis les policiers l'ont entendu. Et puis les policiers sont venus vers moi et dit non, madame, on lui a parlé, on lui a donné comment, un avertissement, ça ne se reproduira plus. Ben, il n'y a pas de bris, il n'y a pas de blessés, vous pouvez continuer. J'ai dit non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que il n'y a pas de bris, il n'y a pas de blessés. C'est comme la vidéo que j'ai posée sur ma page. Le monsieur, l'agent du FBI, a dit au policier, il dit, mais la façon que vous êtes venu m'arrêter, j'aurais pu mourir. Vous avez déjà commencé à me brutaliser. Vous auriez pu tirer sur moi. J'aurais pu mourir alors que je n'ai rien fait. Alors que je n'ai rien. Et le superviseur de police dit, mais personne n'est mort, alors vous pouvez partir. Il dit, non, ce n'est pas parce que personne n'est mort. La façon que vous avez agi est incorrecte. Moi, j'ai dit au policier, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun bris, que personne n'est blessé, que c'est correct, c'est que ce monsieur l'a fait. Ce n'est pas parce que tu es l'agent de la Sûreté du Québec, tu dois aller sur les routes du Canada en train d'harceler les gens. Parce que toi, tu as le monopole de la route. J'ai dit, sa voiture, c'est une voiture banalisée. Il n'a pas mis les gyrophares pour demander la route. Moi, souvent, il m'arrive de voir à un feu rouge. Vous voyez une voiture de police qui arrive à un feu rouge. Ils n'étaient pas en vitesse, mais ils arrivent à un feu rouge. Peut-être selon ce qu'ils ont à faire, ils ne peuvent pas attendre le feu rouge. Ils allument leur gyrophare et puis ils traversent le feu rouge. Quand ils allument leur gyrophare, tout le monde sait qu'il faut leur laisser la priorité. Et puis ils passent. Vous allez voir une voiture de police arriver peut-être à un stop. Ils allument le feu rouge et puis ils passent. Et quand ils allument le feu rouge, tout le monde attend. Moi, j'ai dit à ce policier-là, ce qu'il a fait, ce n'est pas correct. Et moi, je n'ai pas voulu collaborer avec vous parce que je connais mes droits. Et puis parce que je veux que vous ne répétiez plus ça. Maintenant, vous allez vous poser la question 2 fois quand vous arrêtez les gens parce que vous ne savez pas qui vous stoppez. Mais ce jour-là, je me suis sentie très mal. Et puis, j'ai dit au policier, j'ai dit, ça ne se passera pas ici au Canada, pas ici où moi je suis avocate. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je me suis sentie très mal. Je me suis dit, ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être ma mère, ça pouvait être une amie, ça pouvait être un ami, ça pouvait être quelqu'un. On n'a pas besoin d'être tous des juristes pour que nos droits soient respectés. La société est pleine de plusieurs personnes. Mais ce jour-là, je me suis sentie, j'ai dit, hey, c'est comme ça qu'il y a des choses qui arrivent aux gens. Parce que toi, tu es pressé pour couper le monde. Et là, j'ai parlé, j'ai dit non. C'est pourquoi moi, j'encourage toujours les gens. Quand vous voyez une situation d'injustice, parlez. Parlez. Ouvrez votre bouche et parlez. Portez plainte. Si c'est dans une entreprise, vous voyez qu'il y a un collègue ou il y a un chef qui vous fait vivre une injustice, il y a le service des ressources humaines. Il y a des services où vous pouvez porter plainte même de façon anonyme. Si vous ne voulez pas vraiment qu'on vous identifie. Mais il ne faut pas garder le silence. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le peuple américain est dans la rue. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut plus garder le silence face à des situations comme celle-ci. On ne peut plus garder le silence. Et parce qu'ils sont descendus dans la rue, parce qu'ils ont protesté, aujourd'hui on a un policier qui est traîné devant la justice. Il reste 3 parce qu'il y avait ses collègues autour de lui. On attend voir qu'est-ce qui va arriver à ces 3-là. On espère qu'ils vont aussi être chargés en justice. Bon, that is the whole I can share with you. Non, Maman Lisette, je ne suis pas d'accord. Maman Lisette dit, nos frères doivent aussi faire un effort de changer de mode de vie. Ils n'inspirent pas confiance. Trop d'abus, trop de drogue, trop de violence, trop d'alcool. Mais la drogue et la violence n'est pas l'apanage des Noirs, hein? La drogue et la violence se retrouvent dans toutes les communautés. Moi, je suis désolée. On ne peut pas arrêter... George, M. Floyd, là, qui est décédé,
On ne dit pas que ce qu'il a fait était correct, mais la façon. Est-ce que le policier avait besoin de mettre son genou sur son cou? Le monsieur était déjà handcuffed, il était déjà menotté, il était déjà immobilisé. Le policier n'avait plus à craindre pour sa vie. Il ne posait plus un danger ni pour les policiers, ni pour la population. Il n'était plus en mesure physiquement et matériellement de résister à la police. Est-ce que le policier avait besoin d'ajouter cette force additionnelle, de mettre son genou sur le cou? Et en plus, tu as mis le genou sur le cou. C'était avec intention de l'immobiliser et de le maîtriser. Mais du moment que le monsieur vous dit qu'il y a un danger pour ma vie, I cannot breathe, je ne peux pas respirer. Tout le monde sait que quand tu ne peux pas respirer, au bout du compte, tu vas mourir. Si on me serre par le nez comme ça et je ne peux plus respirer, après un moment, je vais mourir. C'est qu'il y a des gens qui meurent par étouffement. Le policier devait enlever son genou, libérer le cou. Il fallait le juger pour le crime qu'il avait commis, mais je ne pense pas que c'était un crime qui méritait une sentence de mort. Et sa dangerosité n'était pas telle qu'il méritait que les policiers arrivés sur le lieu puissent lui donner la mort. I don't believe that. I don't believe that. That is profiling. Papy Bourgeois, bonsoir. Roi Salomon, chez vous, vraiment, il fait chaud aux États-Unis. Roi Salomon, Hervé Kabea, bonsoir. Papa Menayakou Séverin, vous proposez que les Afro-Américains se préparent de rentrer chez eux en Afrique parce que la posture ne change toujours pas depuis la nuit des temps. C'est une possibilité. Le Libéria a été créé par des Américains qui sont retournés en Afrique. Aujourd'hui, au Ghana, il y a beaucoup de business qui sont tenus par des Américains qui sont revenus et même des Africains qui sont à Londres, en Europe, qui sont revenus. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais peut-être que nous autres qui sommes en Afrique, nous devons apprêter le terrain pour eux aussi. Des Africains, moi, je pense pas que l'Afrique est fermée au retour probable de ses fils qui sont aux États-Unis ou qui sont en Europe. Ben Kapouya dit que sans aucune base morale, aucune communauté ne peut tenir. Mais moi, ce qui m'a vraiment chauffé le cœur, c'est de voir les gens qui marchaient. J'ai vu beaucoup de Blancs aux côtés de Noirs. J'ai vu beaucoup de Chinoni, de Niger aux côtés de Noirs, des Asiatiques. J'ai vu beaucoup de Latinos aux côtés de Noirs. J'ai vu une communauté qui dit que ça, c'est une injustice. Même si je ne le vis pas parce que je suis un Blanc, mais je ne peux pas accepter que ma société dans laquelle je vis soit construite de cette façon. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai vu des Asiatiques marcher, agenouillés, devant les policiers. J'ai vu à Los Angeles des Blancs étalés devant, je ne sais pas si c'était une église là, tout le monde qui criait « I can't breathe, I can't breathe ». Il n'y avait pas que des Noirs. Beaucoup de Blancs étaient dans la rue. Beaucoup de Latinos et beaucoup d'Asiatiques. C'est une injustice qui a touché beaucoup de gens. Et ça, moi, ça m'a fait mal, vraiment chaud au cœur de voir que tout le monde embarquait. Bon, chers amis, enough of the talking. That is the little I wanted to share with you. That's my view. Moi, je pense, au-delà de se plaindre, on doit se plaindre, oui, mais on doit encore s'impliquer. Soyons des candidats. Allons aux élections quand il y en a, pour que nous ayons des personnes qui nous représentent et qui font un changement. Éduquons nos enfants pour qu'ils s'impliquent. Encourageons nos enfants à s'impliquer dans des fonctions qui leur permettent de faire un changement. Que nous ayons nos enfants policiers, que nous ayons nos enfants des juristes, des avocats, des juges et des procureurs. Comme ça, des dossiers comme ceux-ci seront de moins en moins traités par rapport à la couleur de la peau, mais de plus en plus traités par rapport à la loi qui a été respectée ou violée. Je vous souhaite une bonne soirée.